Yo les gars, je suis en compagnie de Ponzi, vous connaissez peut-être Ponzi, oui c'est bien Ponzi de chez Tonton ou Ponzi du Trône, c'est un ami depuis 2017. Pour vous faire un petit peu l'historique, moi Ponzi je le connais depuis mes débuts dans les cryptos quasiment. À l'époque j'avais créé une communauté qui s'appelait La Baleine, que vous connaissez peut-être, Baleine FR, qui était initialement un Twitter dédié aux crypto-monnaies et une communauté sur Discord. Ça avait été lancé en mars 2017, c'est là où j'ai fait mes premiers pas dans les crypto-monnaies. À l'époque, c'était une des seules communautés crypto. Avant, il y avait bitcoin.fr, qui est là aussi, cryptofr.com, que je salue. Voilà, c'est un petit peu ça, la communauté des OG en francophonie. Hors communauté, bah, il y avait aussi Ethereum France, évidemment. Comment ça s'appelait aussi avec Claire Balva, Amy, Alex Tachenko, j'ai plus le nom. Bref, c'est pas grave. Vous le retrouvez, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Bref, c'était le tout début des crypto-monnaies. Et donc, Ponzi, c'était un petit peu mon reflet des fondamentaux, dans le sens où c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi sur ce marché. Donc qui a vu plus de cycles, qui a vu plus de montées, plus de descentes, qui a plus d'expérience, qui a aussi une expérience en tant qu'investisseur. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui se passe et de ce qui se passe pas aussi, hein, en fait. On va faire le point sur tout ça. Comment tu vas, Ponzi? Ouais, bah moi, écoute, ça va. Chaudement, tranquille aussi. Au calme. Il se passe pas grand-chose, on va dire, hein. Ouais, on peut dire ça Enfin, comme ça. C'est l'effet vacances aussi. Donc toi, Ponzi, ça fait depuis combien de temps que tu es dans les cryptos? moi, depuis depuis mi-2015. Mi-2015. Ouais, depuis D'accord. mi-2015. Moi, je suis tombé sur Bitcoin en 2013, je crois, et 2013-2014. J'ai pas vraiment investi dès 2014. J'étais un peu frileux sur ça. Et vraiment, je suis arrivé quand Ethereum. Enfin, je suis vraiment arrivé. J'ai fait mon premier investissement quand Ethereum est sorti. Ah bah, c'était avant le hard fork. Ok. Donc c'était ouais, août 2015, un truc comme ça, quoi. Ok. Et c'est après, c'est fin 2016 où j'ai vraiment commencé à faire mes premiers vraiment gros investissements, avec la bankroll. Enfin, j'avais pas énorme bankroll à l'époque, quoi. Donc c'est vrai que fin 2016, juste avant le bull market de 2017, où j'ai envoyé un peu plus, quoi. Ok. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Parce que, bon, t'as connu depuis un petit peu plus longtemps. Pour vous résumer ce qui s'est passé, c'est que, bon, 2016, tout montait. Bitcoin, Ethereum, les alts, mais on partait d'extrêmement bas. Bah, je vais vous afficher à l'écran, hein, tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas connu cette période, c'était vraiment un truc de ouf. Je prends le cas Ethereum. Voilà. 2016, on jouait avec un Ether à moins de 2 dollars. Ouais, c'était fou, ouais. Moi, je suis rentré dans les cryptos toute fin 2016. Donc à ce moment-là, l'Ether, tu vois, il était à 8 dollars à peu près. Et puis ça commence à s'exciter en 2017. Vous pouvez le voir avec un Ether qui est monté très très haut, très très fort. Il semblait qu'il était monté à plus que ça en 2017, 400 Non, dollars. et pas tant que ça, en fait. C'est le top, quoi. Enfin, à l'époque, c'était fou, hein, 400 dollars en 2017. C'était juin 2017, hein. Ouais, c'est ça. Juin 2017, on était à 400, ouais. 400 dollars. Tout à fait. Coucou le chat, n'hésitez pas à vous manifester aussi, mais bon, quand tu passes de 8 dollars à 400 dollars, on est quand même sur un joli x50, hein, c'est pas dégueulasse non plus. Ah non, c'était pas dégueulasse. Et puis, côté Bitcoin, moi je me rappelle, un Bitcoin c'était 1000 balles. J'avais acheté un Bitcoin entier sur Kraken à l'époque. Et pareil, on est passé de 1000 à 20 000, hein, le fameux 20 000 qui a signé le top. Et début 2018, on était en mode ça va aller encore plus haut, tout le monde va connaître les cryptos. Et puis en fait, on s'est mangé très 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 longtemps de bear. Ça a été assez violent. Mais ça a été violent parce qu'il y avait une sorte d'épuisement. En fait, pour vous expliquer un peu ce qui s'était passé à cette époque, je vais revenir sur la chart d'Ether. Il y avait la fameuse bulle ICO. La bulle ICO, c'est quoi? C'est que tout le monde pouvait créer facilement des crypto-monnaies sans se soucier d'avoir des grosses compétences en développement informatique. Donc, plein de gens se mettaient à créer des crypto-monnaies, lever des fonds avec ça. Beaucoup se servaient de cette opportunité pour s'enrichir et passer au travers des régulations, en fait, hein, parce que normalement, monter une boîte, ça coûte du temps, de l'argent. Coter cette boîte en bourse, c'est un vrai bourbier. Donc là, c'était vraiment un moyen de faire très facilement des millions. Et nous, c'est là-dessus qu'on s'est connus. Donc, à l'époque, le marché, c'était pas du tout ça, hein. C'était beaucoup de forks de Bitcoin, d'Ethereum, de Dash aussi. Et à chaque fois, on va dire qu'on nous vendait soit des monnaies qui étaient les meilleures pour la vie privée. Tu te souviens avec Ouais, bien Dash, sûr. PVX, Il y avait etc. pas mal de trucs en proof of stake. Ouais, il y avait des C'était débuts du proof of stake. C'est Ouais, ça, avec c'était Bitcoin. l'époque Masternode. Ouais. Bah, vraiment, le King qui avait lancé un petit peu cette mouvance, c'était Dash, hein. Dash qui est Clairement. parti complètement à la cave.
parti à la cave parce qu'il a été un petit peu suicidé de l'intérieur d'ailleurs. J'en ai parlé avec un des lead développeurs de Dash. En fait, Dash, c'était quoi? C'est une avancée par rapport à Bitcoin qui proposait soit des transactions classiques, soit des transactions instantanées, soit des transactions privées. Donc c'était un mix entre Monero et Ripple, dans le sens où tu pouvais avoir de la performance, tu pouvais avoir un truc pas cher, tu pouvais avoir un truc privé. Tu choisissais ton type de transaction et donc tu pouvais monter ce qu'on appelle un masternode, c'est-à-dire que c'était un nœud VIP qui coûtait très cher en Dash à l'époque, plusieurs centaines de milliers de dollars en fin de cycle. Et en fait, quand une personne faisait une transaction rapide ou une transaction privée, elle passait par ce nœud VIP. C'était seulement ces nœuds VIP qui récupéraient les frais de transaction. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont rentrés, qui sont sortis du projet et qui l'ont envoyé un peu dans le mur. Donc, c'est vrai que Dash, il a fait que le cycle de 2017, mais on l'a pas trop vu sur les cycles suivants. Ça n'a pas performé sur la suite. Mais même au-delà de ça, si tu regardes un peu au niveau enfin, tout ce qui touche un peu à la privacy, tous les Dash, Monero, etc., bah maintenant, à cause de la régulation, ça s'est fait défoncer. Complètement. Si tu prends Zcash, Dash, Monero... Zcash n'a jamais performé, de toute façon. Ça, c'est un truc, je vous le dis, vous verrez à chaque cycle, on va vous dire, ouais, c'est le retour de Zcash parce que Grayscale en accumule et tout. Si vous aimez le casino, allez-y, mais honnêtement, Zcash, ça prend pas. Mais c'est quasiment le cas de tous ces projets depuis 2017. Si tu regardes leur graphique contre BTC, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont en capacité de surperformer de façon très courte, mais sur du long terme, si tu regardes, en fait, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir du Bitcoin en portefeuille que d'avoir tout ce qu'on a pu... Ouais, mais même au-delà de ça, il y a plein d'autres trucs qui ne performent plus, en fait. Bah regarde, je vais donner des noms de privacy coin parce qu'on en a vu des privacy coins. À l'époque, tu avais Pivx qui a un fork en fait de Dash, voilà, qui n'a existé que sur le cycle de 2017. Tu as XHV, Haven Protocol, qui va encore plus loin. C'est un fork de Monero avec un peu de DeFi. Tu pouvais minter des stablecoins privés, des trucs comme ça. Ils ont subi des piratages. Alors lui s'est refait une santé sur le cycle de 2020-2021, mais ça n'a pas pris. Après, aujourd'hui, il est complètement à la cave. T'as Pirate. Je crois que c'est RRR. Non, Pirate. ARR. ARRR, voilà. Ouais. Pareil, alors ARRR, je sais même pas s'il y a eu de la liquidité un jour. Voilà. Donc ça a pris sur le cycle... Ouais, quand les alts ont pris des couleurs, on va dire premier semestre de 2021, après il y a eu le crash du mois de mai et lui, il est parti à la cave. Il en est jamais sorti. Puis de toute façon, si vous voulez voir un petit peu sur les marchés, sur quel marché c'est listé, vous voyez bien, c'est des marchés, on va dire, tier 2, tier 3, quoi. Et puis voilà, vous pouvez continuer longtemps avec ça. Monnaie confidentielle, de toute façon, on a la liste. Et en général, ça prend pas trop. D'ailleurs, Beldex, je connais pas. Mask, je connais pas. Mimble Coin, ils ont fait un coin, Mimble. Ouais, ok. Tu te souviens d'ailleurs de... T'avais Green. Ouais, Green, qui était vendu un peu comme le Messi pendant le bear. Et il n'y avait pas Zano aussi? Ouais, Zano. Ouais, oh là là, tu sors des trucs de malade. Green, t'as Beam aussi, celui-là. Ouais. Ce Beam-là, parce qu'il y a un Beam que vous connaissez qui est un gaming token, et puis t'as le Beam qui se mine. Beam, ça n'a pas pris. Bref, voilà, les privacy coins, en général, ça prend pas trop. Et donc, on nous demande dans le chat, très intéressant, c'est la question, elle est aussi pour toi, Ponzi. Stratégie d'investissement aujourd'hui, comment tu vois les choses? En fait, le problème, c'est que le problème, d'ailleurs, on en parlait avant le début du live, c'est l'utilité. Ouais. L'utilité générale de tous ces projets, au final. Parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Et la réalité, c'est que sur le long terme, quand tu regardes, il n'y a pas grand-chose qui vraiment, sur une horizon de temps assez longue, qui surperf les poids lourds du marché que sont Ethereum, que sont Bitcoin, Ethereum. Et maintenant, on a Solana, tu vois. Ouais, c'est l'outsider. On a aussi BNB. Alors BNB, je suis pas sûr que ça continue, que ce soit un actif qui continue à performer, parce que c'est un actif qui est quand même très lié à CZ, tu vois. Et donc maintenant que CZ est un peu en retrait, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui continue peut-être à performer sur le long terme, mais bon, à voir, tu vois. Pour le moment, c'est un actif qui reste fort pour le moment. BNB, c'est quoi? C'est parier sur Binance. Ouais. À l'époque, c'était parier sur une alternative pas chère à Ethereum pour la DeFi, mais aujourd'hui, t'en as des chiés. C'est parier sur le Launchpad de Binance, qui lui performe très bien, hein, par contre. Hein. Et c'est parier sur CZ.
Oui, effectivement. c'est vrai que par exemple, le dernier mouvement qu'on a sur le BNB, ça a été très influencé par les launch pools qu'il y a eu Ouais. sur Binance parce que ils en ont fait un paquet, quoi. Ils ont fait un Mm. paquet de launch pools et du coup, ça a poussé le prix du token. Mais si tu veux, au niveau investissement long terme, moi, je suis assez frileux sur les altcoins. Mm. Sur du long terme, je préfère être concentré sur la triplette Bitcoin, Ethereum, Solana. Par contre, des stratégies de spéculation sur des horizons de temps qui sont plus courtes, là, il n'y a pas de souci. Et Ouais. là, ça va être sur de la détection de narrative. Donc, par exemple, comme on a eu cette année, on a eu 3 narratifs qui ont bien performé. On a eu les mêmes, on a eu Ouais. l'intelligence artificielle et Ouais. le secteur real world asset. Et ça, tu vois, ça c'est intéressant parce que tu as des horizons de temps de quelques mois sur lesquels tu peux extraire vraiment pas mal de value du marché. Mais par contre, pour le moment, sur du long terme, on n'a pas des choses qui sont soutenables, tu vois. Mm. Sur Mm, du long mm. terme, et le truc, c'est que la réalité, c'est que ce marché, pour le moment, ça a toujours été comme ça, en tout cas sur les alts. C'est-à-dire que sur le long terme, il n'y a pas énormément de choses qui réussissent à se démarcher. Ouais, bah déjà, alors on va répondre à une question simple pour toi. Court terme, c'est quoi? Long terme, c'est quoi? Bah, le truc, c'est que ce qui est compliqué, c'est que, voilà, pour moi, vraiment, si on va être sur du long terme, on va être sur plusieurs années. Mhm. Moyen terme, pour moi, c'est l'équivalent de 6 mois. 6 mois, un an, Et ouais. après, court terme, après, tu vois, tu vas voir court terme et tu vas voir très court terme. Bon, après, on tombe dans tout ce qui va être des trading, etc. Mais sur du stratégie d'investissement, là, on est. En fait, moi, ce que j'appelle un cycle, tu vois. C'est des cycles. Parce qu'en fait, c'est un marché Mm. qui est très cyclique. On n'est pas sur. On n'est pas. Si tu compares avec les stocks, si tu prends voilà, le SP500, en fait, le SP500, il est en hausse perpétuelle. Si tu regardes Mm. la charte du SP500 et que tu compares tu compares aux cryptos, ça n'a pas grand-chose à voir, tu vois. Mhm. On a un drawdown, on a une volatilité qui est beaucoup plus importante sur les cryptos et sur les alts que sur les stocks. Donc en fait, si tu veux, pour vraiment extraire de la value, bah, tu peux pas hold en fait. C'est Pour ça. moi, hein. Pour moi, sur Ouais, les alts, c'est très difficile parce que sinon en fait, la profitabilité que tu fais, tu la rends au marché. c'est ça. Bah, on va définir, on va être plus dans le détail parce que bah, en fait, j'ai la même lecture que toi. C'est-à-dire que si on veut parler de court terme, allez, disons 3 mois grand max. Mais même un mois et demi, c'est suffisant. Parce que une narrative, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une détection de narrative, quelle qu'elle soit. Les gens réfléchissent par rapport, par exemple, à une grosse entreprise en bourse, ça va être Meta, qui va aller plus dans le gaming, dans le métaverse. Hop, les trucs gaming, ils vont péter pendant un petit moment. Là, on a Nvidia qui pète. Hop, tout ce qui est lié à l'IA, ça pète pendant un petit moment. Mais j'insiste vraiment sur le petit moment. C'est que ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, le temps que tous les coins pètent, que tout le monde se rende compte du truc et en fait que tout le monde devient liquidity de ceux qui ont détecté la narrative en premier. Donc Ouais. ça peut aller très 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 vite. Et en fait, pourquoi c'est difficile de vous dire très précisément si c'est 2 semaines ou si c'est 2 mois? C'est que ça dépend en fait de la santé générale de marché. Si Bitcoin et Ethereum pètent pendant longtemps, bah en fait ça peut emmener les alts vers le haut pendant 2 mois. Si par contre Bitcoin a décidé de se péter la gueule, là tout le monde va se retirer des alts. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait déjà, moi ce qui me pose problème, c'est que tu vois, comme toi je suis du métier. Donc je passe ma journée sur les crypto-monnaies et j'ai une certaine facilité à définir ce que fait Bitcoin, à définir ce que fait Ethereum et à quoi ça sert, tu vois. Mais plus on descend, et plus c'est difficile de dire bah à quoi ça sert. À chaque fois, ça va être quoi? Ça va être bah c'est un Ethereum un petit peu différent, mais en gros, à partir du moment où Ethereum se solutionne de lui-même avec des layers 2 ou toutes sortes d'innovations technologiques, bah tous les autres trucs en fait partent à la cave parce qu'ils n'ont plus aucune utilité, puisqu'aujourd'hui ils ne font qu'avancer dans l'ombre d'Ethereum ces projets-là. Et au-delà de ça, le truc, c'est qu'il y a un énorme problème, c'est que on a un flux constant de projets depuis la bulle ICO. Et en fait, depuis la Ouais, bulle ICO, on a un flux constant de projets. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas la nécessité d'avoir tous ces projets. Et il n'y a pas assez de liquidité pour tous ces projets. Si tu regardes le nombre de Layer 1, par exemple, il y en a je sais pas combien il y en a, et il en sort encore. Et si tu veux, au plus on va en avoir, au plus la liquidité se fragmente, donc elle part sur ces différents Layer 1. Il y en a qui n'en ont quasiment pas, voire qui n'en ont pas du tout. Mais le problème, c'est que donc tu as de l'offre de projets en permanence, mais tu n'as pas la demande en face. Parce qu'il n'y a pas la nécessité d'avoir tous ces projets. non. Et donc, tu n'as pas de demande. Donc,
Donc au final, on n'est pas comme on n'est pas dans le même contexte qu'en 2017 où tu pouvais avoir absolument tout qui performait, parce que c'est un flux constant en permanence. Bah, de toute façon, on va regarder un petit peu en termes de capitalisation, on va refaire un peu l'historique. Je vais pas vous parler de ce qui s'est passé avant, parce que ce qui s'est passé avant, en fait, c'est plein de petites innovations technologiques. Je vais te dire un truc, là je bosse sur un article justement, en fait, je bosse sur une initiation au crypto gratuite de plusieurs épisodes. Et là, en ce moment, je bosse sur un article qui est identifier les bons projets. Et avant de démarrer sur directement identifier les bons projets, je fais un cours d'histoire, tu vois. Et je suis revenu sur Ethereum, Vitalik, Miami. En fait, quand Vitalik présente pour la première fois Ethereum au public. Et en fait, ce qu'il y a de ouf, je vais essayer de le retrouver, c'est que regarde, cette vidéo, elle date du 2 février 2014. Regarde ce qu'il nous met. Il nous parle. Putain, Namecoin, c'est vieux. Donc Namecoin, c'est DNS décentralisé. Après, Escrow Transaction, c'est, on va dire, c'est passé par un tiers qui va s'assurer du bon fonctionnement d'une transaction. Ensuite, les Color Coins, c'est les premiers bidouillages pour dire on va faire de la tokenisation en surcouche de Bitcoin. Ensuite, tu as les échanges décentralisés. Et là, ça commence à bloquer parce qu'on se dit Bitcoin n'est pas fait par design pour permettre ce genre d'utilité. Et après, on parle de smart contract et de DAO. Et tu vois, déjà, tout ça, ça a été identifié en 2014 par Vitalik. Plus loin, il fait une liste de tout ce qui est possible potentiellement... Attends, je vais essayer de le retrouver. Pas facile, mais... Il fait une liste de tout ce qui pourrait exister comme type d'application, tu vois. Donc, de l'assurance, du casino, exchange, SocialFi, tu vois. Là, en ce moment, on parle de Farcaster, etc., des réseaux sociaux décentralisés, système de stockage. Tout l'existant qu'on a en ce moment, on l'a déjà venu en 2014. Donc, en fait, Ça avait déjà été pensé, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que on a testé avec beaucoup de bricolage avant Ethereum des trucs. Après, il y a eu Ethereum. Et en fait, ça, c'est important de le cerner pour ceux qui n'ont pas tout l'historique. Mais tu as plein de projets qui se sont spécialisés dans un truc et qui ne se sont pas amusés à recréer une blockchain, etc. Juste, ils ont émis un site internet avec un papier qui expliquait ce qu'il allait faire et un jeton. Et ils ont dit, achetez mon jeton, ça sert à financer mon projet, maintenant je vais développer le projet. Et c'est ce qu'on a fait en 2017. C'est-à-dire qu'en 2017, on a spéculé sur des white papers. Et il n'y avait pas d'application en face, il n'y avait rien. Non, il y avait pas, les applications, elles n'existaient pas. Enfin, il y en avait quelques-unes, évidemment. Tu vois, on avait quand même quelques DEX. On a eu Etherdelta, par exemple, en 2017. Ouais, 2017, c'est 2018, vrai. on avait Etherdelta. On n'avait pas encore Uniswap, mais on avait déjà des DEX. Mais par contre, c'est vrai que tous les tokens sur lesquels on spéculait en 2017, c'était que du white paper. Il y en a un qui m'a fait un message de fou furieux. Il s'est pas dit on est sur Twitch, c'est illisible. Regardez, je vous mets le message. Bitcoin, Ethereum, staking sur Lidori, staking, Eagle Layer, machin, Solana, Chainlink, participant Lodge Pool. Et après, il nous sort des nouveaux trucs, effectivement, qui vont plus dans le sens de la DeFi avec Ethena et Pendle pour générer du yield. Effectivement, pourquoi pas. C'est vrai qu'Ethena et Pendle, en ce moment, ils ont un petit peu la cote parce qu'ils nous permettent de faire de l'argent, en fait. C'est vrai. Ouais, parce que ça va durer dans le temps, un minimum utile. Sur ce cycle, en tout cas. Sur ce cycle, en tout cas, bien sûr. Mais qui peuvent très vite se faire cannibaliser par de la nouveauté. Moi, écoutez, si je devais un petit peu me projeter, je dirais que là, à ce stade, on a donc Bitcoin irremplaçable, Ethereum et Solana qui se prennent la tête. Alors, moi, vous savez que je suis très Ethereum, je suis très Solana. Un pro ETH va cracher sur Solana, certains Solana Maxi vont cracher sur ETH, mais de manière générale l'inverse est moins vrai. En fait, ce qui est critiqué sur Solana, c'est son caractère moins décentralisé qu'Ethereum, mais franchement c'est tiré par les cheveux. Ouais, mais le truc c'est qu'en fait ça c'est des raisonnements un peu techie. Si tu prends l'utilisateur moyen, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre? La réalité, elle est là. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Ce dont il en a à foutre, c'est les fees et faire un swap sur Ethereum. Ça lui coûte beaucoup plus cher que sur Solana, tu vois. Ça, de suite, lui, la décentralisation, le fait que ça puisse s'arrêter, etc., il s'en branle. Alors après, c'est vrai que d'un point de vue technique, etc., je conçois. Mais si tu prends vraiment l'utilisateur lambda, il en a rien à foutre. Je suis d'accord. C'est réel. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que... Il y a un truc, si on veut que les choses soient utilisées, à un moment donné, il faut que ce soit user-friendly. Solana l'est un peu plus que Ethereum.
Bah, il n'y a pas photo. En fait, pour moi, Solana, c'est un Ethereum en avancée. C'est juste qu'il n'a pas tout l'historique d'Ethereum, parce que Solana, ça a commencé à vraiment prendre en 2021, alors qu'Ethereum, bah, ça a commencé à être véhiculé dans les esprits en 2014 et ça a commencé à être vraiment utilisé en 2017. Donc on n'a pas du tout la même expérience de temps, mais dans les deux cas, tu vois, il y a une volonté de se décentraliser davantage, multiplication des clients, essayer de se décentraliser un maximum, même si la décentralisation est un bien grand mot, parce que au final, quand tu utilises Ethereum, tu vois, tu installes un MetaMask, tu dépends d'un RPC tierce, tu dépends de l'entreprise MetaMask, etc. Même si c'est du non custodial, tu vois, il y a plein de trucs où tu as des dépendances, alors que tu vois qu'avec Bitcoin, direct, on te met dans le bain. Ça va pas être forcément facile, mais on va t'apprendre à gérer ton nœud, on va t'apprendre à gérer tes clés, etc. pour que tu aies le pouvoir sur la monnaie. Donc, si tu veux, en fait, moi, cette petite guéguerre Ethereum Solana, je suis vraiment aujourd'hui au stade où je me dis c'est du 50-50, dans le sens où, oui, Ethereum est plus décentralisé, à son ETF maintenant, etc., etc. Mais à côté de ça, tu as plein d'innovations qui se fait sur Solana. L'expérience utilisateur, elle est bien meilleure parce qu'on vient pas nous prendre la tête avec des Layer 2. Et avec Firedancer qui va arriver, je pense qu'en termes de performance, ils vont cabosser Ethereum. Ils vont le cabosser vraiment violent. Et j'en suis de plus en plus convaincu, tu vois. Parce Oui, que là, après ça c'est possible. mais Non, mais moi je suis ni pro Ethereum ni pro Solana en fait. bah moi non plus, je le suis pas. Tu lis les messages, c'est pour ça que tu bugs. Ouais, en fait c'est ça, je suis en train de lire les messages en même temps. Alors du coup, regardez, aujourd'hui Ethereum, à lui seul, c'est 13 transactions par seconde. Cumulé avec les roll-up, on va dire, on est à 300 transactions par seconde. Solana, ça va être plus du 1000 transactions par seconde, sans layer 2. Alors qu'on pourrait en avoir, mais c'est pas le but. Avec Firedancer, partez du principe que c'est x10. Qu'on va passer de 1000 à 10 000 transactions par seconde. Il y a beaucoup d'écrits à ce sujet. Des fois, on vous dit 10 000, des fois, on vous dit 55 000, des fois, on vous dit 85 000. Bon, peu importe. En fait, c'est pas très important. Mais ce qui va se passer d'ici la fin d'année avec Firedancer, c'est que bah, tu as beaucoup d'applicatifs qui vont pouvoir se faire sur Solana. Et là, ça va devenir intéressant, tu vois. Parce que moi, je vous dis, je suis pas pro Solana, je suis pas payé par Solana. C'est juste que, en tant qu'utilisateur, si on retrouve à peu près le même choix d'altcoin sur Ethereum ou sur Solana, j'ai de moins en moins d'intérêt à utiliser Ethereum, alors que je peux avoir un swap quasiment instantané et moyennant très peu de frais sur Solana. Et j'ai pas à switcher d'un réseau à un autre, me prendre la tête à ajouter des tokens pour payer le gaz sur le nouveau layer 2, bridger des fonds. Tout ça, ça m'énerve en fait. Personnellement, ça me prend vraiment la tête. Donc voilà. Et après, encore plus loin, si on va aller encore plus loin, si Bitcoin active OP4, c'est-à-dire cette petite fonction qui a été désactivée à l'époque et qui pourrait être réactivée, qui permettrait la concaténation, on va être capable d'avoir des layers 2 branchés à Bitcoin, mais des vrais layers 2 avec la technologie ZK. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait Bitcoin va devenir le settlement layer ultime, et la question de l'utilité même d'Ethereum va se reposer à ce moment-là. C'est-à-dire que Ethereum aura son effet de réseau et son nombre incalculable d'applications. Quand vous allez sur DeFi Llama, aujourd'hui, le king, c'est qui? Le king, c'est Ethereum, avec les 1134 protocoles référencés, une grosse TVL, etc. Mais il pourrait y avoir une rotation. Voilà. Et moi, Il pourrait, mais dis... après franchement, tu vois, Ethereum a tellement enfanté de choses que avant que les gens passent sur Bitcoin, franchement, j'ai un doute. Alors après, des Layer 2 sur Bitcoin, il y en a une flopée. Hein. Et si tu regardes leur TVL, si tu regardes leur activité, franchement, pour le moment, je pense pas que ce soit top. Ouais, mais regarde, je te donne un exemple. Aujourd'hui, les top apps sur Ethereum, ça va être Uniswap, tu vois, ou des agrégateurs de DEX. Ces agrégateurs de DEX, ils sont sur différents Layer 2. Si on se retrouve avec des Layer 2 qui settle aussi bien sur Bitcoin que sur Ethereum, en fait... ils vont le faire, ils vont être sur Bitcoin aussi, et au final, tu vas utiliser ton application, tu sais même pas si ce sera Bitcoin ou Ethereum derrière, mais Ethereum perdra de son côté exclusif au profit d'être un settlement layer parmi tant d'autres en fait. Ouais. Tu vois. Et c'est comme ça que je le vois, c'est que tu vois, on a commencé cette émission en se disant, je suis de plus en plus dubitatif sur les alts, et tu vois naïvement, on se dit bon bah la triade c'est Bitcoin, Ethereum, Solana. Et il y en a un que j'attends aussi au tournant, c'est Kaspa. Et pourtant, j'en ai pas, tu vois. Ouais, mais Kaspa, il se passe des trucs dessus? Kaspa, ce qui se passe, c'est que c'est du fair lunch. Il n'y a pas de préminage.
il y a une fondation, mais qui est financée par des capitaux extérieurs. Par contre, la tech, elle est bonne, elle est en proof of work. Et aujourd'hui, ça reste juste une monnaie pour payer. Mais ils ont prévu d'intégrer les smart contracts. Et donc, on pourrait se retrouver en fait avec un espèce de layer sous stéroïde où tu as la rapidité, la finalité ultra rapide, les transactions par seconde, tout ce que tu veux, les smart contracts, mais tu dégages du système proof of stake, préminage, VC, etc. Donc d'un point de vue idéologique, c'est quelque chose qui peut prendre. Je vais pas dire que ça prend, mais ça peut prendre. Ouais, donc pour le moment, c'est que des belles promesses en tout cas. Pour le moment, ça marche pour du paiement, mais pas pour du smart contract. Ouais. C'est ça. Et là, les smart contracts sont à l'étude. Donc, il faut qu'ils le mettent en place. Ensuite, il faut qu'on comprenne le langage. Il faut voir la difficulté du langage. Et il faut voir à quel point c'est difficile de construire par-dessus. Coucou Apache. Alors après, c'est vrai qu'il y a une belle communauté sur Caspa. Hein. Ça, c'est sûr. Parce que c'est du proof of work, tu vois. Ouais. Parce que là, en fait, Caspa, qu'est-ce qu'ils ont solutionné ? C'est que sur un système en proof of work, on avait l'habitude jusque-là de définir un block time plus ou moins long pour être sûr que tout le monde puisse participer plus ou moins à armes égales. Parce que si tu as un block time trop rapide, ceux qui ont des connexions de merde ou instables, ils peuvent pas jouer, tu vois. Là, en fait, on se retrouve avec un block time dynamique, un système où le protocole est capable de s'adapter à son réseau et tu te retrouves avec des blocs qui sont créés entre 1 et 5 secondes max. Donc, tu peux avoir une finalité des transactions aussi rapide qu'un système en proof of stake, sauf que c'est du proof of work. Ouais. C'est ça l'innovation, en fait. En plus d'être en fair lunch. Et on me posait la question tout à l'heure d'Alephium. Il faut savoir qu'Alephium, c'est pas tout à fait un fair lunch. Tu as 14% du supply qui sert à l'équipe, à la fondation et aux investisseurs du début. Bien sûr, les 86% restants, tu peux continuer de les miner, mais c'est pas du pur fair lunch. C'est important de le noter. Fair lunch, il n'y a pas grand-chose, de toute façon. Tu as Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Caspa et BitTensor. Ouais, j'allais dire, il y a Tao, ouais. Et BitTensor. Et on me dit, tu sous-estimes BitTensor, alors que je n'ai pas parlé de BitTensor, donc dites pas je sous-estime alors que j'ai même pas eu l'occasion d'en parler. BitTensor, c'est encore à part. Parce qu'ils ont essayé de se rapprocher de l'idéologie Bitcoin dans le sens où voilà, tu as un supply de jetons de 21 millions, une politique monétaire qui est fixée en avance. C'est du proof of work et un autre système, c'est proof of intelligence, je crois. Ça, j'ai moins bien cerné. Mais bon, l'idée ici, c'est d'avoir le layer suprême pour monter tout un tas de sous-réseaux pour des applications dédiées à l'IA. Comme du chat GPT-like, créer des images, je sais pas moi, avoir un marché de modèles IA, etc., etc. Donc, on me pose la question plutôt BitTensor ou ASI. Idéologiquement BitTensor, mais je mettrais pas ASI sur le carreau non plus, tu vois. À mon avis, ils ont fusionné un peu pour faire compétition, quoi. Ah, mais c'est sûr. Mais bon, à la fin... T'en as un communautaire et t'en as un corporate, voilà. T'en as un communautaire, t'en as un corporate, et dans les deux cas... t'as quasiment aucune utilité à ce stade du jeu. Ouais, à ce stade du jeu. Parce que BitTensor, pour le moment, le seul truc qui cartonne vraiment, c'est Corcel. Attends, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Corcel, chat, app Corcel. Donc déjà, est-ce qu'ils vont me demander de me connecter? Oui, bon, je vais me connecter. Je sais pas si ça a marché, mais... voilà, chat, voilà. Donc ça, c'est un chat GPT-like. Je me suis fait mettre dehors comme un malpropre, là, non? Je crois. J'ai ouvert Corcel. Vous m'entendez, c'est bon? J'ai ouvert Corcel, ça m'a fait sauter mon stream. Vous vous rendez compte, c'est ça le Web3. Ouais, du coup, ça marche pas aussi bien que ChatGPT, quoi. Disons que ChatGPT, quand je me connecte, il fout pas mon stream en l'air, en tout cas, ouais. C'est ça le truc. Donc reprenons, bon, Corcel, c'est un ChatGPT-like. Tu choisis ton modèle. Donc tu vois, tu as les modèles GPT. Donc en fait, ils vont taper dans l'API de GPT, donc je comprends pas trop, parce que ça ne doit pas être eux qui hébergent le truc. Et après, tu as le nouveau modèle open source Llama de Meta, et tu as le modèle de Mistral, l'entreprise française. Et donc, pareil, hein. C'est quoi Coin Academy, si ça bosse correctement. Plateforme d'éducation en ligne, voilà. Ouais. Donc Corcel, en fait, c'est quoi? C'est un sous-réseau sur BitTensor qui héberge en fait un équivalent de ChatGPT avec différents modèles. Et pour le moment, c'est, je crois, le subnet qui fonctionne le mieux et qui récupère le plus de fric. Il en existe d'autres, mais personne ne les utilise quasiment. Donc il y a une espèce de bulle où tout le monde s'extase. Encore une fois, hein, à ce stade du jeu sur BitTensor, sauf qu'en réalité, niveau usage, il n'y a pas grand-chose.
Et le projet existe, enfin, a été lancé, je crois qu'il a été lancé avant 2023. C'est qu'il ne devait pas indexer le prix. Ouais, c'était. Tu peux aller 2021, je crois. sur. Si tu veux voir tout l'historique, tu vas sur bitensor.exchange. Ok. Good to know. Tu mets ouais, .exchange, ouais, c'est ça. D'accord. Et en fait, là, si tu montes, scroll up, normalement, tu devrais, voilà, tu devrais avoir tout l'historique. Bah, tu vois, là, on est sur 2022. 2022. Bon, c'est pas grave, en tout cas. Bref, donc, toujours insister sur... Nous, sachez que on n'a pas de biais de dingue. On n'est pas là pour vous vendre des coins ou pour en descendre d'autres. L'idée, c'est plutôt de faire un point sur l'état actuel des choses. Et moi, je suis totalement d'accord avec Ponzi. C'est que à ce stade du jeu où tout le monde doute, bah là où j'ai pas de doute, c'est Bitcoin, Ethereum, Solana. Petit affect sur Caspat et AO pour l'innovation technologique qu'il y a derrière. Les stablecoins, bien entendu, mais on ne spécule pas sur les stablecoins. Certains protocoles DeFi pour générer du yield. Mais mis à part ça, le reste, pour moi, bat de l'aile. Ils arrivent à ramener un petit peu l'attention sur eux avec certaines narratives, mais je serais moins... comment dire ? En fait, à la question... Est-ce qu'il vaut mieux acheter cet altcoin ou du Bitcoin? Bah, la réponse est très souvent, je préfère largement avoir du Bitcoin parce que oui, sur un altcoin, tu vas pouvoir potentiellement faire un gros multiplicateur, mais tu as aussi une grosse probabilité de perdre ton capital en fait. Mais c'est toujours pareil, en fait, tout dépend l'horizon de temps. Tout dépend de ton horizon de temps. Sur du long terme, si tu regardes, en fait, il suffit vraiment de regarder n'importe quel alt contre Bitcoin ou même contre Sol ou contre Ethereum et tu regardes la performance. Et tu vois, sur du long terme, pour le moment, il n'y a rien qui arrive à vraiment tenir. C'est comme ça, quoi. Absolument. Alors, il y a certaines choses. Alors après, voilà, c'est vrai que là, par exemple, sur le cycle qu'on est en train de vivre, bah, là où on a eu énormément de perfs et là où on en a en général énormément, bah, c'est sur les mêmes. Alors, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est une réalité, tu vois. C'est une réalité et je pense que c'est un secteur qui est voué à rester. Alors, ça sera pas forcément les mêmes qui performeront à chaque fois, mais il y a une certaine réalité, c'est qu'il y a un marché pour les mêmes coins. Ouais. Il y a un marché pour les mêmes coins, même si c'est débile, même si, enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire que c'est débile, etc. Mais le constat, il est là, tu vois. C'est que en général, sur le marché des cryptos, les plus grosses performances, ça se font sur les Shiba, les PP, etc. Alors après, tu as une rotation, tu vois. C'est que fut un temps, ça a été Doge, après ça a été Shiba, PP, là ça a été Dog with Hat. C'est absurde, mais c'est comme ça. Parce que c'est des coins casino et tu as de l'influence derrière et de la communauté en fait. Et surtout, ça parle plus à l'utilisateur lambda. Si tu parles de Arbitrum et que tu lui expliques qu'est-ce qu'un layer 2, etc. Et à côté, tu lui montres une image d'un chien avec un chapeau, bah, le chien avec un chapeau, ça attire plus que l'explication sur Arbitrum, tu vois. C'est une réalité. C'est-à-dire que c'est une réalité. Donc en fait... Ouais, et après on me parle par exemple d'AAV. Bah, AAV c'est un superbe produit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais regardez la performance du jeton. Si tu regardes la perf de AAV contre Bitcoin, c'est moche. Ouais. TradingView. Depuis le bull market de 2021, bah en fait c'est des projets qui sont en bear market depuis 3 ans, quoi. Tu vois. Je crois que c'est comme ça qu'on fait, ouais. Donc ça c'est Bitcoin par rapport à AAV, bah forcément Bitcoin. Non, juste regarde AAV BTC, tu prends la paire AAV BTC. Comment je fais ça? Tu vas sur TradingView. Non, sur TradingView, ouais. Tu retournes dessus. Ouais. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, AAV contre BTC. C'est ça. Et donc sur du long terme, tu as un actif qui sous-perf Bitcoin. Donc ça sert, depuis ça fait 3 ans que ça sert à, que c'est pas intéressant d'en avoir en portefeuille, quoi. Il vaut mieux avoir. Et il y a un débat parallèle dans le chat. Les gars, on dit pas qu'AAV c'est de la merde, hein, ou que les fondamentaux sont pas bons, ou que le protocole fait pas de sous. Clairement pas. EV c'est un super projet. C'est juste, d'ailleurs, c'est un des projets qui génère le plus de revenus. C'est juste que le jeton du projet ne capture pas la valeur. C'est ça. Moi, je suis totalement d'accord avec le fait que AV c'est un super fondamental et que c'est un super projet. C'est utilisé. Il y a une bonne TVL dessus, mais le truc c'est que ça fait, pour le moment, ça fait 3 ans que ça sous-perf. Un truc tout comme un Litecoin qui sous-perf depuis sa création limite, quoi. Alors, on me dit qu'il y a un fee switch. Je sais pas quelle est la proposition exacte du fee switch.
Les Miscat. Je sais pas quand est-ce qu'il a fait le fee switch, mais apparemment il y a une proposition pour que les holders puissent récupérer la valeur. J'étais pas au courant, hein. Désolé les gars, parmi les tweets, j'arrive pas à tomber sur le beau tweet. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour le lien. Désolé, t'as pris 2 minutes, c'est le bot, mais merci beaucoup pour le lien. Voilà, donc ça a été fait aujourd'hui, tu vois, 25 juillet, Avenomics Update. Ok. Et donc l'idée ce serait de redistribuer la valeur holder, faudra que je lise ça en détail, faut que je me le note. Je vais le noter là. Merci beaucoup. Bref, tout ça pour vous dire, votre objectif c'est d'avoir raison ou c'est de gagner des sous, tu vois. À la fin c'est ça, là le sujet on est dans l'investissement. Et tu peux avoir un affect avec plein de projets. Moi il y a plein de projets où j'ai fait des sous, il y a plein de projets où j'ai rendu les sous au marché. Le but c'est de pas rendre les sous au marché. Le but c'est de faire grossir son capital. Et aujourd'hui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Bitcoin, Ethereum, Solana, on est à peu près sur notre coup. Sur le reste, beaucoup moins. C'est moi, juste ça le il y a débat. un moment donné, c'était en 2017, j'étais sûr de mon coup sur Ripple. Je le suis plus du tout, tu vois. Mais j'étais sûr de mon coup sur Ripple. Et au final, tu vois, Ripple, ça sert à quoi aujourd'hui? Rien. Rien. Ça sert à rien. Enfin, en tout cas, il y a peut-être des trucs qui se passent sur XRP Ledger, mais c'est un monde parallèle au nôtre. Clairement. De toute façon, ça se traduit par le prix du jeton. Hein. Mais clairement. Je sais pas par quelle magie, d'ailleurs, il se maintient. Déjà, ils font pas comme le sucre, tu vois. Mais ouais, pas d'explosion sur Ripple. Et il se passe des trucs sur plein de Layer 1, hein. Regardez, on pas besoin de vous faire l'histoire, mais Cardano, on sait même pas comment ça tient. Toncoin avec tout ce qui va être application directement à l'intérieur de Telegram, les tap to earn, l'effet acquisition, etc. Ça marche bien. Est-ce que ça va tenir dans le temps? On verra. Je dis pas oui, je dis pas non, j'en sais rien. Avalanche, ils survivent à grands coups de subvention sur de la DeFi et sur du gaming. Avalanche, techniquement, c'est sympa. Hein. Ils ont un superbe consensus, système de subnet pour pouvoir scaler à mort, un protocole pour permettre une interopérabilité parfaite entre les subnets. En plus, il va y avoir un subnet qui va être connecté à Cosmos. Donc, techniquement, c'est très très bon, Avalanche. Mais regardez, Avalanche, il a du mal à sortir la tête de l'autre, mine de rien. Il avait fait une belle année 2022. Ouais, mais comme tout, au final, tu vois. Enfin, 2021, mais ça, si tu veux, on a eu un narratif à ce moment-là. C'était la rotation sectorielle sur chaque L1. Ouais. Quand Ethereum est devenu trop cher, on a eu l'essor de la Binance Smart Chain. Et puis après, on a eu Phantom, on a eu Avax, etc. Mais si tu veux, il n'y a rien qui nous garantit que cette rotation sectorielle cette rotation sur les différents L1, on va la retrouver. Parce que de cycle en cycle, le marché il évolue, il mature, ou il mature pas. Par exemple, sur ce cycle, on a vu de grosses absurdités, mais il n'y a rien qui nous garantit. On est sur un marché qui est tellement jeune qu'il n'y a rien qui nous garantit que ce qui s'est passé dans le passé va se reproduire à l'identique, tu vois. Absolument. Déjà, regarde, si on prend juste le prix d'Ethereum, bulle ICO, ensuite, ça fond. Ça reprend après le Covid avec la DeFi Summer, donc Uniswap, SushiSwap, d'autres projets, etc. Compound, Balancer, etc. Ensuite, tu as les NFT. Tu as la dualité entre Ethereum et Solana, parce que Solana, mine de rien, poussé par FTX, SBF et compagnie, ça a fait son bout de chemin. Donc en fait, ils se sont passé la balle avec, bien sûr, Ethereum qui avait quand même une bonne partie de l'attention sur lui. Grave. Donc ça a pris. Puis, fin 2021, voilà, on a un top sur Bitcoin, un top sur Ethereum, pas d'explication particulière, ban de la Chine, truc habituel, quoi. Non, c'est le contexte macroéconomique qui s'est détérioré, surtout. Ouais, c'est vrai. Mais on n'avait pas encore la guerre en Ukraine, alors qu'est-ce qui s'était passé en novembre 2021 ? C'était plutôt l'ambiance récession ? Oui, non, mais c'est surtout le début du contexte macroéco qui se détériore, les premières annonces de quantitative tightening, etc. C'est parce qu'on a eu toute cette orgie un peu, tu vois, en termes d'injection de liquidité pour relancer l'économie. Et puis à un moment donné, il faut juste arrêter, tu vois. Donc tout ce bull market en 2020-2021, il a été très, comment dire, subventionné par de l'argent magique. Ouais, c'est ça. Ouais, de la planche à billets, c'est vrai. Et c'est pour ça justement que tu vois, la tendance qu'on est en train de vivre, elle est beaucoup plus compliquée parce qu'elle se fait dans un contexte qui n'est pas du tout le même que celui de 2020-2021. Et c'est pour ça justement qu'on a beaucoup moins de choses qui performent parce qu'il y a beaucoup moins de liquidités
disponible dans le système qu'il y a 3-4 ans, quoi, tu vois. Et en plus de ça, on a une overdose de projets en permanence qui ne servent à rien, et donc, je veux dire ça. Je suis d'accord. D'ailleurs, on va parler plus en détail de cette partie-là du cycle. Donc là, on a la guerre en Ukraine. Ensuite, en avril, on a le crash Luna. Ensuite, on a les cascades de boîtes qui se pètent la gueule Celsius, les unes derrière les autres. Celsius, BlockFi, etc. On termine novembre 2022 par un crash FTX. C'était par là, hein, de mémoire. Je suis en train de me perdre. Non, je suis en 2020, là. Qu'est-ce que je fais? Ah bah c'est simple, le crash FTX, le FTX c'était Lisbonne, on était à Lisbonne, c'était novembre. C'était 8 novembre 2022, un truc comme ça. Là. On est passé de 1006 à 800. Il le montre même pas parce que ça a été un flash crash, mais passé de 1006 à 800. Et après, on a digéré le crash FTX et ça a commencé à se reprendre gentiment en 2023. Mais c'est vrai que 2022, on en a vraiment pris plein la gueule. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que face à ça, on n'a pas eu d'innovation particulière, tu vois. Parce que les NFT, les gens voulaient plus en entendre parler. Clairement, on les a épuisés avec les NFT et il n'y avait rien en face. De toute façon, on voit le résultat hein, sur les NFT, c'est la perte, elle est colossale. Enfin, pour ceux qui ont acheté en 2021, je crois que c'est colossal. Ça doit être moins 90% sur certains trucs, voire plus. Donc NFT, on n'entend plus parler. Ensuite, on n'a pas fait d'upside sur grand chose. Comme tu le disais, il y a eu de l'upside sur Real World Asset et IA cette année. Et les mêmes. C'est vrai. Et c'est surtout les mêmes coins. On me demande, tu m'as convaincu à test Shrapnel, tu as une sensation d'input lag de fou avec la souris? Alors oui, mais j'ai fait un article pour t'aider à réduire grandement l'input lag. Hein. Il est dans la description de la vidéo justement, si tu veux jouer dans des meilleures conditions luxe. Je reprends. Bon, je regarde un petit peu les L1. Franchement, avec ce qui arrive, on va avoir IBC partout déjà. Parce qu'aujourd'hui, IBC, tu l'as sur Solana, Polkadot, tu vas l'avoir sur tous les gros L1. Donc l'interopérabilité, elle va être là. Tous les gros L2, ça prend pas. T'as même ceux où il y a de l'usage, hein. C'est-à-dire que tu fais L2 bit, Arbitrum Base Optimism, t'as quand même de la TVL, tu vois. Mais les jetons ne capturent pas la valeur. Ouais, tu regardes le Arbitrum, c'est une catastrophe. Le token, là, c'est... Tous. Ouais. En même temps, les jetons, on sert quasiment à rien hein, par la gouvernance. Et aussi, surtout, le problème, c'est que les tokenomics sont souvent à chier. Ouais. Et sur tout ce qui a été sorti ces dernières années, on a des tokenomics avec des gros unlocks en permanence. Et du coup, c'est chaud, hein. Du coup, en fait, tant qu'on a du supply qui arrive en permanence sur le marché comme ça, bah si t'as pas la demande en face, ton prix il chute quoi. Alors, on me dit il y a un rapport Binance Research intéressant qui fait le point sur ce qui s'est passé. Bah, c'est celui-là. Je me le note aussi. Je vous le mets dans le chat si jamais vous voulez le lire. Je vais le noter là. Dans les trucs à lire. Mais clairement, bah déjà, tu vois, regarde, Polygon, ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler parce qu'ils ont arrêté de subventionner à outrance. La Polygon ZK VM Chain, le layer 2, tout le monde s'en tape les couilles parce que c'est fondamentalement plus cher que le reste. Polygon Midden, pas de nouvelles. Mantle, je connais absolument personne qui l'utilise. Stacks, bon, c'est sur Bitcoin. Ensuite, on a Arbitrum Immutable Optimism où il se passe des choses. Mais les jetons ne capturent pas la valeur. Starknet, c'est un peu le mal aimé. Moi, j'ai un biais qui est forcément positif. Aptel, c'est mon pote. J'aime la tech derrière. Mais l'airdrop s'est mal passé. Et en plus de ça, c'est une boîte israélienne. Donc, vu le climat géopolitique du moment, les pauvres. ZK-Sync, vendu comme le Messi. Depuis, pas trop de nouvelles. Bon, après, c'est tout frais. Donc, on va pas tirer des conclusions trop vite. Ouais, le airdrop, il a déçu. Ouais. On s'y attendait de toute façon. Je pense que les estimations sont pas bonnes de base. Et après, bah, tout ce qui se passe derrière, franchement, les gens s'en tapent. Honnêtement, Astar, Aevo, Manta, Blast, ça a déçu. Métis, tout le monde s'en tape les couilles en fait. Hein. Ouais. Taiko, c'est un L2 aussi. Je sais pas ce qui se fait sur Taiko par exemple. Bah, Taiko, c'est un base roll-up. Donc. Je crois qu'en fait, c'est le seul roll-up où c'est les validateurs du Layer 1 qui s'occupent de faire le séquençage du Layer 2. Voilà. Et c'est un des Layer 2 qui se rapproche le plus de l'EVM native. Mais tout le monde s'en tape les couilles. Tu vois. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pour les techies, ça.
Ouais. Côté usage, tout le monde s'en branle. Et tu vois, le problème, c'est que tu commences à avoir autant de L2 que de L1, quoi. En fait, ça a pas de sens. À un moment donné, ça n'a plus de sens. Ça Au sert à niveau, rien. au niveau liquidité, ça n'a pas de sens parce que ça se fragmente de plus en plus, quoi. Starknet, le pari d'un nouveau gage, les a pas mal isolés. Bah oui et non, parce que ça fait qu'ils ont leur écosystème à part. Mais bon, pour le moment, tu vois, de toute façon, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir swapper des meme coins. Donc, c'est là où Base sort du lot. Base Arbitrum, hein. Mais bon. Base, en fait, l'avantage d'une certaine façon, c'est que Base n'a pas de jetons. Donc, il y a une spéculation sur un potentiel jeton ou des airdrops de projets qui se font sur Base. Mais t'as pas la déception de oh, j'ai acheté un jeton Base, je me suis fait cracher dessus, tu vois. Ça, c'est pas mal. Mais ces Layer 2, je sais pas trop ce que ça va donner à terme. En tout cas, les jetons des Layer 2, c'est vrai que ça fait mal. Alors, je m'étais noté d'autres trucs. Du coup, toi, t'as fait quoi? Je sais que t'es quelqu'un qui, de base, est très touche-à-tout, Ponzi. Aujourd'hui, t'es sorti de quasiment tout, t'es resté sur la triplette. Tu fais quoi, ton pognon? Là, honnêtement, j'ai fait pas mal de profits sur les mêmes. Sur ce cycle, il y a un actif auquel je me suis mis vraiment bien, c'est Pendle. Tu vois, j'avais Ok. un bon bac de Pendle. Et c'est vrai que moi, la plupart de mes perfs, elles sont sur des vraiment. Sur de. Tu vois, c'est des grosses perfs sur un ou deux actifs. Où vraiment, ça. Ok. En réalité, c'est suffisant. Après, c'est vrai qu'il y a. Ce que j'ai beaucoup fait ces derniers temps, j'ai participé à un levée de fonds. Et le problème, c'est que là, on a un gros problème aussi sur le levée de fonds, c'est qu'il y en a tellement que ça devient pas vraiment, c'est plus vraiment profitable. Il y a tellement de projets qui sortent. Il y a tellement de projets qui sortent qu'en fait, tu peux même en étant early, tu galères à t'y retrouver. non, mais tu galères à capturer de la value. Et c'est surtout que le contexte du marché est tellement dégueulasse en ce moment que les projets en fait ne veulent plus lister leurs tokens. Donc ils attendent que la tendance soit plus favorable. Parce que c'est vrai que les derniers trucs sur lesquels j'ai investi et qui ont été listés, c'est une catastrophe. Bah, nous, c'est pareil. Alors, on va parler des pires, juste pour rigoler. Sharky, on est rentré à 24 centimes. Tiens, il est à 3 centimes. On s'est fait déchirer. Ember, qui était un jeu Web3 dont j'entends bien parler depuis 2021, on est rentré à 3 centimes. Il est à 2. Donc ça, c'est les plus mauvais. Face à ça, on a des trucs où on s'en sort. Typiquement, comment ça s'appelle Nyan Heroes, pareil, jeu vidéo, très attendu. On est rentré à 6, je crois. Donc ça va. Mais il y a un gros problème, c'est que, ok, tu fais x2 ou machin, mais tu peux pas vendre tous tes jetons tout de suite parce que tu es bloqué pendant je sais pas combien de temps. Donc en fait, tu te retrouves dans une situation où tu as un profit latent. Mais comme le marché pue la merde, en fait, dès que tu as des jetons débloqués, tout le monde se dépêche de dump pour essayer de retomber à un minimum sur ses pieds. Et ça fait que les jetons, ils dumpent à l'infini. Tu vois, moi, les seuls trucs, parce que je crois que j'en ai fait quand même une trentaine ou une quarantaine des levées de fonds. Et les seuls trucs où bon, alors après, c'est bien parce que ça rattrape vraiment tout, tout mon invest. Et là où j'ai fait des performances, c'est Entangle. Et encore derrière, le truc, c'est que la gestion du projet, c'est catastrophique. Ok. Mais Entangle, c'est vrai que bon, je l'ai eu à, je crois que c'est 0.015 ou 0.015. Ouais. Et j'ai pu vendre 5% au-dessus de $2. Donc ça, c'est plutôt cool, tu vois. Mais maintenant, le truc, c'est éclaté au sol. Le truc, si tu regardes la chart, c'est une catastrophe. Il y a Nibiru aussi que j'ai eu et qui a fait une belle performance au listing. Comment ça s'écrit Nibi. Ouais. Nibi, ouais. Nibiru, jamais entendu parler, ok. Qui a fait une belle performance aussi au listing. Mais après, tout le reste, plein de trucs sur lesquels j'ai investi. Fury, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a des trucs qui ont été listés sur CoinList. Il y a Mason Network, MSN. Bah, c'est catastrophique, tu vois. Bah après, en fait, tu dépends aussi du timing parce que tu veux rentrer en te disant bon bah de manière générale si je suis early je devrais à peu près bien m'en sortir, sauf que tout ce qui s'est fait depuis le début 2024, bah on a commencé à avoir des valos même en early qui sont faramineuses, tu vois, où tu rentres entre 30 et 150 millions de FDV, il y a même plus encore, hein. Mais tu te dis ouais le truc il peut valoir des milliards donc je peux faire des x10 etc, sauf qu'en fait bah non, t'as beaucoup de projets où ça prend pas.
Et clairement, nous, il y a plein de projets dans lesquels on a investi là les 6 premiers mois de cette année qui devaient faire leur sortie juste derrière. Et tu vois, là, maintenant, ça parle de août, septembre, Q4 2024. Tout le monde, en fait, tout le monde attend que le marché se retourne. Et puis potentiellement, ça va pas le faire. Ouais, c'est clair. T'en as même certains qui changent les termes de vesting. Bah, c'est ce qui s'est passé avec Entangle, par exemple. Ils ont changé les termes du vesting. Dans quel sens? Ils ont fait quoi? Justement, on devait avoir le vesting qui commence en août. Bah, ils décalent le vesting de 2 mois. D'accord. Ouais. Bah moi, tu vois, j'ai mon collègue Leroux. Aux dernières nouvelles, il avait pu rentrer sur Aethir, tu vois. Ouais. Donc il était dans un groupe, je sais pas, c'était Discord ou Telegram ou quoi. Il avait pu rentrer à 300 M de FDV, mais 1 an de cliff. Donc 1 an, il peut rien vendre. Et après 2 ans ou 3 ans de vesting, je sais plus. Tu sais ce qu'ils lui ont fait comme coup? Non, le jeton, il sort, il a pas de nouvelles. Et ensuite, il apprend que son investissement est annulé, gros. Ouais, mais c'est possible aussi. Ouais. Tu signes un contrat en SAFT, tu payes, et on te dit, ouais, on va te rendre tes sous, on annule le SAFT. Non, mais ça, c'est possible aussi que le SAFT, il soit pas respecté. C'est arrivé plusieurs fois, ça. Ouais, ça t'est arrivé plusieurs fois, toi? Alors non, moi, ça m'est pas arrivé directement, mais c'est vrai que même en 2020-2021, il y a quelques SAFT sur quelques levées qui ont été annulés. Ouais. Et aussi, il y a un truc qui se passe, c'est souvent... tu rentres dans un projet et puis tu as un nouveau lead qui arrive, genre Binance. Et Binance qui dit, bah moi je prends tout, et tu dis à tous tes petits gars d'aller se faire enculer, et ils t'annulent tout. Et c'est Binance qui prend la caisse. Ça arrive aussi. Pas de feu de Binance, hein, c'est le jeu, hein, mais c'est juste pour vous dire que c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Voilà, donc rien n'est acquis, même quand vous entrez... Alors bien sûr, attention, on va prendre un projet. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme bon exemple? Bah, Avail. Je pense que Avail est un bon exemple. Ah ouais, ça a été listé il y a pas longtemps, ça, en plus. Ouais, il y a eu que 2 levées, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple. J'avais vu un projet l'autre jour qui avait eu plusieurs levées. En fait, ce qui se passe, c'est que là, vous voyez, typiquement, la seed, elle est toute fraîche, elle date de 2024. Donc, je pense que... Déjà, je vous donne une astuce, les gars. C'est pas du sûr, mais très souvent, vous regardez combien ils ont levé. Et vous faites x10 et vous saurez à peu près à quel FDV ça a été levé. Donc, c'est pas du sûr, mais par exemple, là, je pense que ça a peut-être levé à 270 millions de FDV et là, 430 millions de FDV. Moi, je sais qu'à la dernière levée, on nous proposait du 800 millions de FDV sur Avail. Ouais, Avail, on n'était pas loin du milliard, je sais. Ouais, 800 millions. Pour moi, c'est des valos, elles ont pas de sens, tu vois. C'est vraiment, ça a pas de sens Ça a pas de sens. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. En tout cas, voilà. Si ça peut vous aider, vous allez sur CryptoRank, vous prenez n'importe quel projet plus ou moins récent, vous regardez combien ils ont levé, et ça peut vous donner un semblant d'indication de à combien ça a levé, hein. Donc je pense que là, déjà, ça a levé... putain, 50M, ça ferait 500 millions de FDV pour 2021. Après, c'est novembre 2021. Alors, tu vois, regarde. Novembre 2021, c'était le top de marché. Il y a un monde où, clairement, ils ont fait lever à un demi-milliard de FDV déjà à l'époque, hein. C'est possible, ouais. Alors, ça n'a pas fait beaucoup de bruit à Avail au final. Ça va. Tu vois, ça s'en tire à peu près. C'est censé être un concurrent de Celestia, non? Et d'Eigenlayer. Ouais. D'ailleurs, Eigenlayer, ça a été listé? Non, ça n'a pas été listé. Non. Ouais, c'est la CIA aussi, à mon avis, la chart, elle doit... Ça fait un moment que je n'ai pas regardé, mais ça doit pas être joli, tu vois. Ouais. Je prends très au sérieux ton message, Toufali. Si tu veux bien m'envoyer un DM à ce sujet-là, je regarde ça tout à l'heure parce que ça me dérange ce que tu me dis. Bref, je continue. Un avis qui appelle le vrai. Pensez-vous que revoir d'autres Linknear sur ce bull run? Alors, on va prendre au cas par cas. Polkadot, ils sont pas en train de cramer leur trésor? Polkadot crame leur trésor et puis change aussi de modèle économique en passant d'un modèle où tu loques du jeton pour des parachains à un modèle où tu payes à la consommation, sauf que personne ne comprend vraiment ce qu'ils font. Et puis il y a des dramas bizarres. Alors moi je prends pas parti, mais visiblement où tu as certains projets qui n'ont pas eu l'exposition qu'ils auraient aimé avoir, genre Manta. Tu vois. Donc au final, Manta, ils ont dit, bah nous, Polkadot, on lâche l'écosystème parachain, on fait un layer 2. Bah c'est Astar aussi, c'est barré, je crois. Ouais, Astar qui fait un layer 2 aussi. Donc les seuls trucs qui avaient un peu de traction se barrent.
Donc ça devient une vraie coquille vide Polkadot niveau écosystème, de ce que je comprends. Ensuite, Link. Alors Link, c'est pareil, c'est un protocole qui est soi-disant Web3, mais en fait, c'est une boîte Web2 de Chainlink, tu vois. C'est un connecteur Web2 avec des projets Web3, mais qui s'adresse à plein d'entreprises et qui est utilisé par beaucoup de monde, hein, qui est un des meilleurs oracles. Mais le jeton, pour autant, ne capture pas vraiment la valeur. Alors, à l'époque, il y avait eu un complot comme quoi il y avait toute une mécanique pour aider à pousser le jeton. Je sais plus qui faisait la guerre à qui, mais je crois que Chainlink, ils étaient en guerre avec un VC ou un fonds ou je sais pas quoi. Puis depuis, tu vois, t'as pas eu de nouvelles poussées sur Chainlink. Moi, personnellement, j'aurais du mal à rentrer sur Chainlink parce que ça fait un peu trop casino pour moi. C'est-à-dire qu'on en revient au même débat. Je ne remets pas en question la tech, l'utilité du projet. Moi, je vous dis juste, il y a un jeton, à quoi il sert et quelle est la possibilité d'upside de ce jeton. Bah, le projet a le mérite d'être utilisé en tout cas. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que si tu regardes, encore une fois, si tu regardes la chart, ça, alors on a eu, quand même, on a eu une petite surperformance de Chainlink sur 2023. Hein. Mais après, c'est pareil, hein, c'est que depuis août 2020, c'est un bear market, contre BTC en tout cas. Même contre USD, si tu regardes, c'est un actif qui est toujours en bear market. Ok. Il avait dit quoi en dernier? Il avait dit NIR. Alors NIR, j'y crois un peu plus. Alors NIR, c'est le paradoxe. Je surveille avec attention. Donc déjà, sachez que NIR, historiquement, a rendu riche beaucoup de monde dans les investisseurs CoinList. Parce que le multiplicateur était dingue. Donc CoinList, NIR, Price, je sais plus à combien il s'achetait. Et que personne, en fait, le moment où s'est fait la vente, personne n'en voulait, donc c'était open bar, quoi. Ils avaient dit à quel prix on pouvait rentrer, je sais plus. Mais je sais qu'il y a des gens vraiment qui se sont gavés sur NIR. Voilà. NIR a levé énormément d'argent. Alors ça, c'est important de le savoir. Voilà, CryptoRank, NIR. C'est un des projets qui a le plus levé. Ils ont levé 600 millions. Donc ils doivent avoir une trésorerie de dingue. Surtout que la levée, elle s'est faite en partie pendant le bear. Donc ils ont dû accumuler des actifs de fous furieux. Donc tu vois, regarde, il y a des gens qui sont rentrés à 30 centimes, 34 centimes, 40 centimes. Bah voilà, CoinList. Ouais, c'était 30 centimes CoinList. 30, 40 centimes, comme ça. Voilà. Il y a des gens qui ont fait des multiplicateurs de dingue. Si on compte l'ATH, il y en a qui ont fait du x70, x60, x50. Donc ils ont rendu riche pas mal de monde. Et ça, c'est bien en soi parce qu'il n'y a pas que les VC, il y a pas mal de gens dans le public qui se sont gavés. Ils ont une grosse trésorerie. Ils ont une équipe de tueurs. Parce qu'ils ont une implémentation du sharding qui n'est pas tout à fait prête, je crois, mais qui est pas trop mal. Ils sont sur plusieurs narratifs, dont l'IA, la data availability et la chain abstraction. La prochaine étape, d'ailleurs, c'est de valoriser leur tech de chain abstraction, puisque pour le moment, on ne peut pas vraiment la tester. L'idée, ce serait quoi? L'idée, ce serait, je pense, que vous ayez une application NIR, et qu'à partir de cette application NIR, elle vous serve de wallet pour l'écosystème Ethereum, Solana, etc. Comme ça, vous n'avez pas à installer un wallet de chaque, vous avez un wallet et vous interagissez avec tout. C'est ça la promesse. Donc NIR voudrait être un petit peu le connecteur ultime pour tout le monde et surtout vous proposer une interface directement dans le navigateur, c'est-à-dire on arrête les pop-up, les signer la transaction, les machins, que ça se passe comme une application Web 2 où juste vous cliquez sur des onglets et ça marche. En tout cas, ça c'est la promesse parce qu'en l'état, je trouve pas l'expérience utilisateur NIR terrible, honnêtement. Elle est pas folle hein, pour le moment. Ouais, et côté applicatif, c'est pas ça non plus. Mais comme ils ont su cumuler Layer 1, Performance, Sharding, IA, Data Availability, Chain Abstraction, bah, ils arrivent en fait à pousser leur prix de jeton un petit peu à la manière de Polygon sur le cycle de 2021, tu vois. Ouais. Sauf que Polygon, ils ont vraiment tabassé niveau marketing, ils ont dû brûler un pognon monstre. Je sais pas s'ils ont encore énormément de pognon. Je pense que NIR, pour le coup, ils ont du pognon. Et d'ailleurs, si tu regardes sur Defilama, tu peux voir la trésorerie des projets. Alors pas Ah ouais? Ouais, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Tu vas Treasuries. sur la... Ouais. Ok. Et là, tu as la trésor des projets. Donc, ouais, Ethereum Foundation. Tout à l'heure, j'avais vu le wallet. Ah, il n'y a pas tout, parce qu'à mon avis, Tezos, ils ont une trésorerie de dingue. Et elle est pas listée. Par contre, il n'y a pas tout, non. Trésorerie des projets. Putain, excellent. C'est bon à savoir, ça. Et du coup, NIR... Ouais, c'est pas écrit. Et tout à l'heure, je me suis trompé de lien dans ce que je voulais copier. Putain. Tu sais quoi que je voulais copier?
On m'a envoyé un lien utile. T'avais AAV. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Vous avez vu en tout cas, hein, Ponzi, c'est un crack. Hein. Ça fait plaisir de t'avoir. Là, c'est la deuxième fois, je crois. J'ai parlé avec l'infréquentable d'ailleurs, tu vois, pendant 3 heures avant-hier. Ah ouais. Ouais. Il va bien? Bah écoute, il va. Il est dans la Yes Life à fond là. Yes Life à fond. Et... Ah voilà, le rapport Binance Research, c'était ça que je voulais noter. Merci mec. Il est juste là. Trésor des projets. Putain, ça c'est bien. Et je vois qu'il y a Bridge TVL aussi. Ok. Total Bridge, Canonical, ouais, c'est un peu le sbel. Oh là là, tu te souviens de OneChain? Regarde. Ouais, OneChain, ouais. C'était notre chouchou de l'interopérabilité à l'époque. Lui, il est parti à la cave complet. Hein. Ah, complet, ça a rien donné. Comme quoi, tu peux avoir une bonne idée, mais si tu l'exécutes mal ou que t'es trop early sur ton idée, bah ça paye pas. Hein. C'est clair. Bon, ça m'a bien payé par contre OneChain, ça c'est sûr. Mais... À l'époque, ouais. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Solana qui nous fait une pointe à 850 transactions par seconde. Voilà, alors qu'est-ce que je m'étais noté d'autre aussi Oui, donc je te demandais en fait, qu'est-ce que tu fais de ton pognon, que tu m'as dit que tu as fait des très grosses pertes sur certains projets. Là, aujourd'hui, tu es sorti de pas mal de trucs ou tu es toujours Là, dispersé? aujourd'hui, je suis sorti de quasiment tout ce que j'avais depuis... c'est quand que je suis sorti mai 2024, je pense. Attends. Je suis sorti... non, je suis sorti en... Ouais, avril-mai 2024. À peu près. Et En par mode, contre, t'es sorti à 80% de ton capital ouais, ou tu es sorti quasiment. Non, par contre, j'ai encore des trucs, tu vois. J'ai encore j'ai toujours du Pendle, j'ai toujours du Tao, j'ai toujours. Qu'est-ce que j'ai en portefeuille? Je vais te dire. Pendle, Tao, j'ai toujours du Solana. J'ai plein de trucs, genre. J'ai du Dnext, tu vois. Ok. Ah oui, tu fais l'ancien, ouais. Ouais. Après, j'ai plein de trucs un peu axés IA que j'ai gardé, genre CGPT. J'ai du Cubic. Ok. Ah ouais, t'as ce truc de Golemont là, ok. Ouais, qu'est-ce que j'ai gardé d'autre? J'ai du Maz, c'est un fork de Caspa. Comment ça s'écrit? MA2ZE. Ok. Ouais, je l'avais vu ce truc. Ouais, mais ça, c'est des miettes que t'as mis sur Tradogre, non? Ouais, sur une ISOP, quoi, tu vois, mais bien sûr, Ouais. mais ça avait pas mal performé. Ok. J'avais plein de trucs, j'avais du Alephium, j'avais aussi, j'avais Alephium, j'avais plein de trucs comme ça, mais que j'ai tout revendu. Par contre, Alephium, j'ai vendu, j'ai pas gardé. Mais par contre, Alephium, j'ai vu que ça se reprenait bien, et je pense qu'il y a une communauté qui est pas mal derrière. Bah, j'entends deux sons de cloche. J'entends de la toxicité et j'entends belle communauté. Moi, je pense que c'est des gens qui sont très engagés parce que c'est un petit peu le concurrent de Caspa qui gère déjà les smart contracts. Nous, on a déjà bossé avec eux, hein, très sympa. Il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, c'est pas faire lunch comme Caspa. Je tiens à vous le noter. Ils ont une façon un petit peu différente de procéder. Et on verra par la suite ce que ça va donner. On me demande aussi, les Layer 2 comme Scroll, Fuel Movement vont perf ou pas? Alors, au cas par cas, Scroll, c'est une bête d'équipe. C'est une bête d'équipe, mais apparemment, ils épuisent tout le monde avec leur quête infinie pour farmer l'airdrop. Ça reste de l'EVM qui fera de la parallélisation, etc. Mais moi, j'ai peur que ça fasse comme Taiko et que tout le monde s'en tape. Parce que c'est trop techy et qu'il n'y aura pas forcément l'écosystème derrière. Donc, Scroll, voilà. Je suis un peu mitigé. Parce que je pense vraiment que les gens derrière ce Layer 2 sont brillants, mais j'ai peur que ça prenne pas niveau écosystème. Ensuite, tu m'as parlé de Fuel. Fuel, c'est pareil. Fuel, ils bossent depuis très 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 longtemps. Eux, ils ont leur propre langage de programmation. Ils font de la parallélisation aussi, mais tu vois, en fait, ils vont se retrouver avec le même problème que Starknet. Sauf que pour moi, ils ont moins de traction que Starknet. Donc je suis très 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 mitigé. Là aussi on a bossé avec eux, Fuel, très sympa. C'est juste que... Pourquoi choisir Fuel, tu vois? Au final de la parallélisation, tu vas en trouver ailleurs et tu auras peut-être beaucoup plus de traction communautaire ailleurs. Et justement, on en vient à un movement. Movement qui choisit de faire de la move VM et qui choisit dès aujourd'hui d'être au four et au moulin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Movement, t'as la move VM, t'as de la parallélisation, t'as de la compatibilité avec le VM, t'as un layer 1 d'un côté, t'as un layer 2 de l'autre, t'as une interopérabilité avec Aptos. En fait, ils ont essayé de tout faire pour qu'ils puissent faire venir les gens qui ont l'habitude de développer sur Ethereum, que les gens qui ont envie de développer sur Move choisissent cette solution-là plutôt que les autres, parce que ce sera peut-être la solution la plus modulaire, aboutie, on va dire, face à Aptos.
Et ils lèvent à... La dernière levée, c'est à 1 milliard de FDV. Et ils ont une grosse traction communautaire. Donc, s'il y a l'applicatif en face, je me dirais que Movement a peut-être un peu plus de chance que les autres. Et encore. Et après, moi, mon petit chouchou, mais c'est le chouchou d'un petit peu tout le monde, donc ça m'inquiète à moitié, c'est Mega ETH. Je sais pas si t'en as entendu parler, toi. De nom, vite fait, mais après, non, je sais pas du tout ce que c'est. Bah, Mega ETH, en gros, c'est un layer 2 qui s'est dit, bon, si la décentralisation, pas on s'en fout, mais en fait, comme on va être un AVS Eigenlayer, en fait, la décentralisation, la sécurité économique, c'est plus notre dos. Nous, ce qu'on veut, c'est pousser l'Ethereum Virtual Machine dans ses derniers retranchements. Un petit peu comme ce que fait Solana et particulièrement Solana Fire Dancer. C'est quels sont les points qui font que ça va moins vite, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est le hardware? Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que c'est le logiciel, le modèle de base de données, le séquenceur? En fait, ils ont repris tout ça en se disant, de toute façon, on n'est pas limité par la décentralisation, la sécurité. On est vraiment en mode performance. Et voilà, ils poussent le truc à outrance. Et du coup, ce sera un AVS d'Eigenlayer, EVM compatible, ultra giga performant. Donc plus encore que Monad et compagnie, parce que justement, ils peuvent aller plus loin encore. Dans le sens où, en fait, au lieu de dire à tout le monde, bon, bah pour devenir validateur, il faut minimum un processeur 4 cœurs avec tant de réseaux, etc. Eux, c'est en mode, venez comme vous êtes, mais il va y avoir dans le lot du hardware de très 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 haute qualité. Et l'idée, c'est de pouvoir faire passer certaines applications sur ce hardware de haute qualité. Le but étant de gérer des dizaines de milliers de transactions par seconde et avoir un block time de 10 millisecondes en moyenne sur de l'EVM. Donc la seule limitation, ce sera l'EVM sur ce réseau. Donc ça va être le réseau EVM le plus performant qui soit sur le papier. Et pour le moment, ils ont fait une première levée avec Vitalik, Joseph Lubin de Consensus MetaMask et d'autres, mais il n'y a pas de levée pour les petits Pékins comme nous. Apparemment, c'est très très dur de rentrer. Mais tu vois, tu as tous les noms, hein, regarde. Tu as Big Brain, le VC, tu as le CEO d'Eigenlayer, tu as Kobe, tu as tous les gros, quoi. Ah ouais. Ouais. Bah là, je suis frileux sur les levées de toute façon. Donc, ouais, bah je comprends. En tout cas, tout ça pour te dire que tu vois, quand tu commences à te dire... bon, Solana, ça perf. Après, il y en a qui arrivent avec de la parallèle EVM, tu sais, genre C-Network, Phantom, Monad, etc. Bah là, ils vont encore plus loin dans la parallélisation de l'EVM. Donc, en fait, les projets, ils sont même pas sortis, qui sont déjà morts sur le papier par rapport à ce qui va sortir. Et c'est que ça, ce marché, de toute façon. Il y a Monad qui devrait sortir, là, au Q4. Ouais. Bah ouais, c'est de la parallélisation de l'EVM. C'est, en gros, on prend ce qu'a fait Solana, Aptos et compagnie, c'est-à-dire du hardware très puissant où on va retaper les modèles de lecture-écriture, de base de données, etc. Mais on reste sur de l'EVM. Ils ont une bonne traction communautaire, Monad, donc pourquoi pas. Mais face à des layers 2, je sais pas ce que ça va donner. Et je sais pas si le jeton va capturer la valeur. Surtout que maintenant, Mega ETH existe, tu vois. Ouais, il y en a plein qui l'annoncent comme le Solana Killer, mais bon, après, Bon, j'y crois pas. Ouais, moi non plus. Mais... Parce que c'est de l'EVM. Et que Fire Dancer va déglinguer Monad, je pense. Voilà, donc après, voilà, bah, tu surveilles les narratives, en ce moment, c'est les mêmes coins. Bah après, le truc, c'est que ce qui est... en ce moment, c'est pas... Voilà, c'est les mêmes. C'est vrai que... Ouais, il y en a quelques-uns qui performent, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de déterminer quels seront les prochains narratifs, tu vois. Bon, après, c'est vrai que c'est pas évident, tu vois. Quand on a eu l'intelligence artificielle, c'est quand on a eu la sortie de ChatGPT, par exemple. Ouais. Si tu regardes le narratif Real World Asset, qui n'a pas duré si longtemps, c'est quand on a eu, je crois que c'est la sortie de Hondo Finance. Ouais. Les liens qu'il y avait avec BlackRock, etc. Bah, ça a un peu dynamisé la chose. Bon, les mêmes, ça, c'est... Il y a des conneries qui sortent toutes les semaines. Mais qu'est-ce que ça va être le prochain gros narratif? Qu'est-ce qui va être? Tu vois, ça, c'est intéressant de se poser la question. C'est clair. C'est clair. Bah... Donc, il y a eu le liquid staking. Ouais, et le restaking. Le restaking aussi, ouais. Ouais, tout à fait. Bah, moi, je pense qu'on en revient toujours à qu'est-ce qui se passe dans le Web 2, quoi. Tu vois, ouais, tu l'as dit, hein. Du Nvidia, du ChatGPT, peut-être... je
je sais pas, Trump qui fait passer une loi quand il vient au pouvoir par rapport aux véhicules électriques, des trucs comme ça. Et derrière, je sais pas, tokeniser des véhicules électriques puisque tu vas avoir des voitures totalement autonomes. Bah, peut-être une voiture totalement autonome qui est gérée par un smart contract, tu vois. On parle des agents IA, par exemple. Bah, peut-être qu'il y a un truc à faire là-dedans. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai rien vu de dingue. C'est juste pousser les performances à l'extrême. Alors, le gaming, franchement, je pense pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un biais sur ça. Et ce qui se fait en projet blockchain, pour ce que j'ai vu, c'est pas ouf. C'est pas ouf, quoi. Non, ça l'est pas. C'est En pas l'état, fou. ça l'est pas. En l'état, ouais. Les jeux sont pas au niveau. Déjà que les jeux Web 2, ils déçoivent de fou. Là, tu fais un bond de 10 ans en arrière, côté jeu Web 3, c'est hardcore. Alors, enfin, tout ce qui est gaming metaverse, il y a eu une hype à un moment donné quand Facebook s'est rename, mais après, depuis, franchement, il n'y a pas grand-chose qui performe, quoi. Non, mais de toute façon, regarde, le gaming Web 2 aujourd'hui, c'est quoi? C'est soit les jeux compétitifs, t'as rien de nouveau, donc c'est Valorant, Counter-Strike, Call of Duty, League of Legends, Dota 2, allez, allons-y, Rocket League. Soit les fameux jeux solo qu'on nous recycle à coup d'Assassin's Creed et compagnie. Et en fait, c'est pas ça qui font les plus grosses tractions. C'est très très souvent les jeux compétitifs. Alors oui, t'as un petit Cyberpunk par-ci, un Red Dead Redemption par-là. Tu vas voir GTA 6. Peut-être que GTA 6 va nous sortir des trucs qu'on n'a jamais vus et ça va créer des tractions dans le marché des cryptos. J'en sais rien. GTA 6 prévu 2025. Attends. Bah là, tu vois, genre, exemple, il y a une annonce avec une intégration crypto dans GTA 6. Bon, j'y crois absolument pas, mais là, ça ferait exploser le secteur. Ça lancerait un narratif sur le secteur gaming et du coup, tu te retrouverais avec tous les tokens accès gaming qui se mettraient à performer, quoi. Il y a le marché du jeu indé. Oui, mais le marché du jeu indé, il est pas intéressant, bien sûr. Mais ça touche pas la masse. C'est très très rare que tu aies un jeu indé qui pète, quoi. Clairement. Star Atlas, bah pareil, Star Atlas, très joli. Star Atlas. Mais c'est comme Star Citizen, c'est que on n'est pas prêt de voir la couleur du jeu, malheureusement. Pour le moment, on a des petits bouts de démo, c'est hyper beau, ça donne vraiment envie et tout, mais le jeu final, on n'est pas prêt d'en voir la couleur. Ouais, c'est un vaporware pour le moment, non? Et regarde le jeton. Ouais, c'est une catastrophe. T'as Atlas et t'as Police, le deuxième jeton. Voilà. La messe est dite. Hein. T'as Illuvium qui va sortir. Pareil, on a eu bêta 1, bêta 2, bêta 3, bêta 4. C'est rigolo 5 minutes, mais moi j'étais déçu. J'étais très déçu. Parce qu'en fait, tu te balades sur une carte, tu farmes des objets au sol. T'as un système pour tirer, mais t'as pas de PVP, donc ça perd tout son sens. Tu te dirais, bah à la limite, si on peut se tirer sur la gueule les uns contre les autres, ça peut être sympa, mais pour le moment, c'est pas le cas. Ah, il y a Parallèle en jeu, c'est jeu de cartes, Parallèle Prime. Ouais, mais il va y avoir un open world, bah, comme Cross the Edges, on l'attend toujours. Hein. L'open world des deux côtés. Le token, c'est Prime, le token. Ouais, pardon. On attend. On me dit, il y a un token sur Solana qui a pas fait moins 90. Bah oui, t'as Jupiter. Qui s'en sort pas trop mal. T'as quoi d'autre T'as Jito, je crois, qui s'en sort pas trop mal non plus. Même si ça va commencer à fondre. Non, ça va en fait, Jito. Jupiter et Jito. Voilà. On verra plus tard, peut-être ça fondra plus tard. Hein. Voilà, bah les gars, tout ça pour vous dire Bitcoin, Ethereum, Solana, dubitatif sur le reste. Comme d'habitude, s'il y a des nouvelles narratives et qu'il y a une volonté de mettre des billes dans les alts, il y a plein d'alts qui vont prendre de la valeur, mais pour le moment, c'est pas ça. Pour le moment, sur le long terme, en tout cas. C'est la peur qui domine. Donc faites attention à vous. Peut-être reconcentrer vos bagues sur des valeurs un peu plus sûres. Ça, en gros, ne vous surexposez pas aux alts. Je vous dis ça, je suis surexposé aux alts. Mais bon, bref. Et puis, intéressez-vous à la DeFi, parce qu'il y a aussi des moyens sympas de faire travailler son capital avec des taux de 20 à 30% à l'année, je dirais, si vous savez faire et que vous en connaissez les risques. Et merci Ponzi d'avoir été dans cette émission. Je pense qu'on est sur un format pas mal, de toute façon. Ah bah de rien. On s'en refera un avec l'infré, un de ces quatre. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En tout cas, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Yes, bonne soirée. Laissez un petit like et puis je vous laisse le Twitter de Ponzi, même s'il ne tweete pas beaucoup en ce moment, je crois. Ouais, non, je tweete pas énormément de toute façon, de manière générale. Vrai que comment tu suis? Bah, en fait, là où je suis le plus actif, c'est vrai que c'est sur le trône, quoi. Sur le trône. Le trône.
Pourquoi tu rigoles, fou? Voilà, donc la chaîne du Tron que je vous laisserai en description. Bah, passez une bonne journée, une bonne soirée. Merci à tous et ciao tout le monde.